Amis téléspectateurs de la RTS, bonsoir. Bienvenue dans Entre les lignes, votre rendez-vous avec celles et ceux qui font battre le cœur de la littérature africaine. Aujourd'hui, nous recevons Flore Agnès Dazowa. Elle est avocate, éditrice et fondatrice de la maison d'édition Flore Zowa, mais aussi du prix Les Afriques qui célèbre chaque année les plus belles plumes du continent et de la diaspora. Avec elle, nous parlerons de son amour pour les mots, de son engagement pour la littérature et de cette conviction profonde que les livres peuvent réinventer notre imaginaire. Elle est ici avec nous à la librairie 80. Nous allons la retrouver avec ses amoureux des livres. On y va de cela. Flore, bonsoir. Bonsoir. Comment se passe ce séjour? Superbement bien. Très bien. Alors, Flore, pour commencer, j'aimerais qu'on remonte un peu le fil de cette passion. Avant l'éditrice, la fondatrice, il y a forcément eu une lectrice. Comment est née chez vous cette histoire d'amour avec le livre? Le grand amour entre moi et la littérature, c'est une longue histoire personnelle. Oui. En fait, ça commence avec l'enfance. Voilà. C'est une histoire un peu douloureuse parce que je me suis laissée aller vers la littérature parce que j'étais une enfant unique dans une grande famille, les grandes familles africaines, mais dans notre petite famille, unité, le petit cocon familial, j'étais enfant unique. Et je n'avais pas de frères et de sœurs. Alors mes parents, qui étaient un peu tristes pour moi, de me voir toujours seule, m'ont inscrite à une bibliothèque. Et c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter des livres qui sont devenus finalement mes frères et mes sœurs, que je n'avais pas dans la véritable vie. Donc c'est comme ça que tout a commencé. Votre famille. Flore, je sais que ce sera difficile pour vous, mais vous allez nous faire le plaisir de nous citer 3 livres qui vous ont profondément marqué. Le premier. C'est une question qui revient toujours et c'est une question à laquelle je ne sais jamais répondre. Oui, j'imagine. Enfin, pour moi, c'est plutôt des groupes de livres. Oui. Ouais. Donc, il y a des livres qui m'ont marqué quand j'étais dans la tendre enfance, des livres qui m'ont marqué quand j'étais dans l'adolescence et puis des livres qui me marquent en tant qu'adulte. Donc, dans la tendre enfance, ce sont les contes. Il y a notamment les contes d'Amadou Koumba et puis il y avait les contes que me racontait ma grand-mère. Voilà, dont un qui était Liboy Likoudoum, c'est dans ma langue maternelle, donc il m'a beaucoup marqué parce que c'est l'histoire de la transmission. Alors, dans l'adolescence, on change un peu de cadre, on commence à tomber amoureux, etc. Et c'est toujours pas des livres, ce sont des romans photos. Vous êtes beaucoup plus jeune que moi, vous n'avez pas connu cette époque. Hein. C'était l'époque des... Après, on verra. Donc, on découvre l'amour, on sort de l'adolescence, voilà, des romans photos qui nous venaient souvent de l'étranger, et puis des harlequins. Voilà, après, on sort de ce domaine de l'adolescence, etc. On rentre dans l'âge adulte, et là, on commence à attaquer de la littérature beaucoup plus engagée. À l'exemple de Mongo Betty, et le livre le plus marquant, c'était Mambas sur le Cameroun, qui me fait entrer directement dans la littérature engagée, dans la vraie vie. Ouais. Donc voilà, c'est un peu ça. J'ai pas vraiment de livre qui, voilà. C'est selon les époques et selon les besoins du moment. Comme vous avez dit tout à l'heure. Voilà, des groupes de livres. Flore, quand vous lisez, que recherchez-vous avant tout? L'émotion, la beauté du style ou la pensée? L'émotion. Pourquoi l'émotion? L'émotion, c'est le moteur parce que, quoi que vous lisiez, si vous ne ressentez pas quelque chose au fond de votre cœur, au fond de votre ventre, si vous n'avez pas le coup de poing qui fait là, il n'y a rien qui rentre dans la tête. Ouais, donc le style, etc., ça vient quand le livre vous a déjà pris émotionnellement. Donc moi, c'est d'abord l'émotion. Vous êtes attaché au personnage, c'est surtout ça? Bien évidemment, oui. L'identification. Oui. Il faut s'identifier au personnage pour rentrer dans le livre. Sinon, ce n'est pas possible. Je suis d'accord. Vous avez côtoyé de nombreux auteurs africains. Y en a-t-il un ou une qui vous a particulièrement marqué ou influencé? Aïe, aïe, aïe. Je dirige un prix littéraire. Hein. On va faire des jaloux. Non, qui nous pardonne. Bon, disons que j'ai 2 grands auteurs qui m'ont marqué parce que littérature et moi, ça va beaucoup plus avec l'engagement. Donc, premièrement, l'écrivain Mongo Betty, qui était l'écrivain engagé par excellence à son époque, quand moi je rentre dans la littérature,
que je découvre en rentrant dans la littérature. Et puis, bien évidemment, son poulain, Boubacar Boris Diop, voilà, dans la même veine. Oui, oui. C'est quelqu'un. Voilà, Là, c'est quelqu'un. je suis d'accord. Oui. Alors, dites-moi, Flore, si vous devez citer un livre qui a changé votre manière de voir l'Afrique, ce serait quel livre? Mamba sur le Cameroun, de Mango Betty. Quoi? Ça parle de quoi? Alors, le livre parle de la période coloniale et puis un peu de la période post-coloniale. Parce que moi, je reçois une éducation très occidentale. Comme je vous ai dit tout à l'heure, mes parents m'avaient inscrit au Centre culturel français. Donc, j'apprends beaucoup sur le siècle des Lumières, sur la Grande France, etc. Je grandis avec ça. Et j'ai ce pays-là en très haute estime. Et puis, je lis Mamba sur le Cameroun et je découvre la colonisation, en fait, parce qu'à l'école, on ne me l'a pas apprise. Donc, je tombe de mon piédestal, ou plutôt la France tombe de son piédestal, je découvre l'autre côté et ça fait mal. Ça me fait mal à moi, mais je rentre dans la réalité et dans la vraie vie et je commence à voir les choses différemment. Mais qu'est-ce que la lecture vous apporte dans votre vie quotidienne, actuellement, si on peut dire? Alors, la lecture, ce que j'essaye de trouver dans la lecture, c'est le sens de l'altérité. Parce que je pense que humainement, on a toujours tendance à croire que les humains sont gentils, sympas, ils s'aiment, etc. Mais moi, je pense qu'on est profondément égoïste à la base. Et il faut toujours aller chercher quelque part quelque chose qui nous ramène à l'altérité, à penser aux autres. Et moi, je pense que les personnages des romans nous ramènent à l'altérité. Quand je lis un roman sur un personnage qui souffre, ça me fait me rappeler que tiens, peut-être en faisant ça, j'ai fait souffrir quelqu'un. Et souvent, ça peut être des histoires vraies, hein, les histoires derrière les livres. Mais tout à fait, puisque les écrivains tiennent, ils vont chercher l'inspiration quelque part. Bon, c'est les grands créateurs, il ne faut pas leur dire qu'ils ne créent pas, hein, c'est des dieux. Oui. Mais dans leur création, ils vont souvent chercher l'inspiration et c'est souvent la réalité, c'est autour d'eux, les gens qui fréquentent, etc. L'altérité, l'amour, l'amitié. Alors, je vais vous inviter à marcher un peu pour continuer cette discussion. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre propre maison d'édition en 2021? Allez-y. Alors, la maison d'édition, je la crée en 2021 à la suite du prix littéraire. Parce que le prix littéraire, comme vous le savez, s'appelle le prix Les Afriques, qui récompense un écrivain africain. Et on ne voulait pas faire comme les autres prix littéraires qui sont donnés pour l'écriture africaine, mais qui ne sont jamais lus en Afrique. Donc l'idée, c'était d'acheter les livres, puisque ces livres sont souvent édités en Occident, pour le moment, d'acheter les livres et de venir les distribuer en fait en Afrique. Et c'est dans cette optique-là, donc, on a commencé à acheter les droits, en fait, du livre lauréat auprès de la maison d'édition, dans le but de l'imprimer en autant d'exemplaires qu'on le pourrait et distribuer dans des lycées, dans des collèges, dans des universités, dans des cercles littéraires en Afrique et dans des librairies aussi. Et pour faire ça, il a fallu créer une maison d'édition pour pouvoir rendre tout le côté technique, l'aspect technique de la chose, pouvoir le gérer pour que le livre arrive entre les mains des Africains, pour que notre prix mérite en fait son nom. Et de fil en aiguille, on a décidé, on a déjà créé une maison d'édition, pourquoi pas, dans la même optique, acheter des classiques littéraires africains, même du passé, qui étaient souvent édités en Occident. Alors, on a donc continué, on a acheté plusieurs classiques littéraires, dont l'œuvre de Boubacar Boris Diop, Ferdinand Oyono. On a acheté l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, exactement, pour l'Afrique. Et donc, l'idée de la maison d'édition, c'était à la base de faire lire aux Africains, continuer à faire lire aux Africains leurs chefs-d'œuvre, leurs classiques et notre prix littéraire. Et chemin faisant, on a décidé d'éditer aussi des primo-écrivains et puis des nouveaux livres. Voilà. Très bien, Flore. Vous avez choisi des collections au nom évocateur. Kalahari, Bourgeon, Pont, Santier et plus. Vous allez nous en dire plus, mais en même temps, quels sont les problèmes que vous rencontrez en tant qu'éditrice indépendante africaine? Ah là là. J'ai enchaîné. La question serait plus quels sont les avantages? Mais non. Très bien. Oui, non.
Vous avez absolument raison. Nous sommes dans des problèmes. L'éditeur africain a besoin de soutien. Au Sénégal, les choses se passent bien parce que l'État a réussi ou est en train de réussir à faire respecter le droit en matière d'édition, en matière d'impression, etc. Mais dans d'autres pays, ça ne se passe pas aussi bien. Et le problème, c'est que les éditeurs ne peuvent pas vivre en fait de leur travail. Oui. Si l'éditeur ne peut pas vivre de son travail, l'écrivain non plus ne peut pas vivre de son travail et le libraire non plus. C'est une chaîne. Donc voilà. Donc on a besoin d'aide. Je sais qu'au Sénégal, la question est vraiment prise au sérieux. Il y a des subventions, etc. Mais dans tous les autres pays d'Afrique, ce n'est pas vraiment le cas. Et vraiment, on a besoin d'aide, de subventions, de soutien, et puis aussi d'incitation à respecter la loi, à faire respecter la loi par tous les maillons du système de l'édition et du livre. Voilà, bien, donc c'est à peu près ça. Vous êtes aussi à l'origine du prix Cercle des Amis des écrivains noirs engagés qui porte le prix Les Afriques. Comment est née cette idée? Alors, c'est une longue histoire. L'idée est née au Salon du Livre à Genève. Je fréquentais beaucoup le Salon du Livre africain à Genève et j'assistais régulièrement à la remise du prix Kourouma. Et moi, quand j'entendais prix Kourouma, c'est un grand écrivain africain, etc., moi j'étais convaincue, j'étais sûre que c'était un prix tenu par les Africains. Alors, avec la curiosité, je suis allée voir un peu et je me suis rendu compte que non, le prix Kourouma, c'est un prix suisse, c'est l'État suisse en fait, une fondation qui est liée à l'État suisse. Alors j'ai vu ça, après j'ai commencé à m'intéresser à d'autres prix littéraires africains, le Grand Prix africain, etc. Je me suis rendu compte que aussi c'était des prix occidentaux. Je me dis mais donc finalement tous ces prix avec des noms africains, d'auteurs africains, etc., ce sont des prix qui sont tenus par l'Occident. Je me suis dit peut-être qu'il y avait moyen aussi en matière internationale de créer un prix qui est tenu par l'Afrique et par sa diaspora, tant financièrement qu'intellectuellement. C'est de là qu'est venue l'idée. Il y en a d'autres qui existent, je ne dis pas que d'autres n'existent, mais il y en a d'autres qui existent, mais on est venu pour appuyer aussi dans cette démarche-là. Et dites-nous, Flore, quel rôle joue ce cercle dans la promo des écrivains africains? Alors, on fait cette promotion de 3 manières. La première manière, c'est vraiment ce prix littéraire qu'on remet chaque année. Bientôt, on remettra une fois les 2 ans, mais jusqu'à présent, c'est chaque année qu'on remet un écrivain africain. Donc, on le met, africain ou afrodescendant, on le met en avant. Et la deuxième manière, c'est les cafés littéraires qu'on organise. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, lorsque nous primons un livre, un lauréat, nous achetons les droits. Et lorsque nous achetons ces droits-là, on imprime le livre et on le distribue en Afrique. Donc, on met en avant pendant une année les livres de cet écrivain-là dans plusieurs pays africains. On est au Sénégal, au Cameroun, au Rwanda, au Congo, en RDC. Voilà. Donc, cet écrivain-là est lu dans tous ces pays-là et surtout le contenu du livre, il est discuté. Parce que lorsque nous allons remettre les livres, par exemple, dans un lycée, c'est un exemple, on prend 100 livres qu'on remet à des lycéens, nous revenons ensuite vérifier qu'ils ont lu ce livre en organisant des cafés littéraires. Donc voilà, les écrivains... Il y a des critères à respecter. Bien évidemment. Voilà. Vous avez distingué des auteurs comme Emley Boun, Oui. Fiston Wanza, je pense que j'ai bien lu, Tout à fait. Mujila ou Imbolombo. Oui. Alors, que représente pour vous cette diversité d'écriture? C'est la diversité de l'Afrique. Parce que c'est la raison aussi, on me l'a souvent reproché d'avoir appelé le prix Les Afriques. Parce que les puristes disent toujours, il n'y a qu'une seule Afrique, il faut dire l'Afrique. Oui. Mais on se rend compte quand même que selon les pays, les sensibilités sont différentes. Les cultures sont aussi différentes, on doit en tenir compte. Et puis le prix récompense aussi des écrivains qui sont dans la diaspora. Les problèmes sont aussi différents. Donc ce qui fait qu'on a essayé de prendre toute cette diversité-là et de voir ce qui, selon le moment et selon la qualité de l'écriture, voilà, on peut récompenser d'une année à l'autre. L'idée, c'est la diversité.
On a aujourd'hui une très belle leçon sur les livres avec Flore Agnès Da Zowa. On en arrive à la partie où on va essayer de mieux lire entre les lignes de la vie de cette brillante écrivaine, lectrice et fondatrice. Alors Flore, avant de commencer cette partie où on va essayer de mieux vous connaître, je vais vous laisser nous lire la partie d'un livre que vous avez aimé. Alors, il y a beaucoup de livres que j'ai aimés. Je m'excuse tout de suite auprès de tous les auteurs dont je ne vais pas lire le livre. Mais la partie que j'ai décidé de vous lire aujourd'hui, elle est tirée du roman Né un mardi de El Nathan John, qui était le prix Les Afriques 2019. J'adore cette phrase. Et elle dit: les garçons qui dorment sous les branches du kouka à Bayan-Lahi aiment bien se vanter à propos des gens qu'ils ont tués. Je ne me joins jamais à la conversation car je n'ai jamais tué un homme. Banda, oui, mais il n'aime pas en parler. Tout ce qu'il fait, c'est fumer de la oui-oui pendant que les autres parlent tous en même temps. La voix de Gobideza est toujours la plus forte. Il aime bien rappeler à tout le monde le jour où il a étranglé un homme. Merci pour ce moment de lecture. Merci beaucoup. Qui est Flore Agnès Da Zowa? Vous êtes née où? Votre enfance jusqu'à l'aboutissement aujourd'hui de votre situation professionnelle. Longue histoire. Alors, je suis née au Cameroun, dans une petite ville qu'on appelle Malmayo. Et ensuite, je suis allée à Yaoundé parce que ma vie, c'est une longue histoire d'immigration. Hein. Après, je suis allée donc à Yaoundé, où je vivais avec mes parents. J'ai fait mes études, je veux dire le primaire, et puis le secondaire, le lycée, etc. Après, j'ai décidé d'aller poursuivre mes études en Suisse, à Genève, où j'ai fait la faculté de droit. Et après la faculté de droit, je me disais que j'allais rentrer au Cameroun. Je me destinais d'ailleurs, malgré le droit, au métier de journaliste. Hein. Ça a toujours été mon métier de rêve. Fallait le faire. Très bien. Mais quand j'ai commencé le droit, etc., j'ai commencé à m'intéresser aux problèmes qui touchent personnellement les gens. Je ne dis pas que le journalisme ne le fait pas. Hein. Oui. Le journalisme relate. Mais moi, je voulais aller soigner après le journalisme. Donc, j'ai décidé de faire avocate. Et j'ai fait mon stage d'avocat à Genève avec l'idée qu'à la fin du stage d'avocat, je rentrerais exercer dans mon pays, le Cameroun. Mais malheureusement, ou bien heureusement, je suis tombée amoureuse. C'est souvent le problème des femmes. Heureusement. J'ai aimé un homme, je me suis mariée, j'ai fondé une famille. Et puis à partir de là, ça a été difficile de retourner vivre chez moi au Cameroun. Mais je nourris toujours l'espoir. Qui sait, après, quand ma fille sera beaucoup plus grande, elle se lancera dans la vie, peut-être que je retournerai avec mon mari vivre dans mon pays. Très bien. Voilà. Alors, dites-nous, Flore, entre le droit et la littérature, il y a la rigueur des mots, oui, mais aussi la puissance des idées. Oui. Est-ce que d'une certaine manière, vos études ou votre métier d'avocate ont nourri votre rapport à l'écriture et à la lecture? Oui, disons que j'étais une grande lectrice déjà au lycée, et même plus jeune, hein, je vous ai raconté l'histoire de la bibliothèque et de ma petite enfance. Mais quand j'ai commencé le droit, étudier le droit, etc., j'ai arrêté la littérature générale parce qu'il y avait beaucoup à apprendre, hein, les codes civils, etc. C'est des livres de plusieurs centaines, voire parfois milliers de pages. Donc, je n'avais plus le temps de lire de la littérature générale. Mais quand j'ai terminé les études, je me suis lancée dans la carrière d'avocate. Mon maître de stage, la première question qu'elle m'avait demandé, c'est « Est-ce que vous lisez de la littérature générale ?» Et puis moi, je lui ai dit « Oui, je lisais, mais j'ai arrêté. » Donc, elle m'a dit « Vous allez recommencer tout de suite parce que vous aurez besoin de la littérature déjà pour aller chercher le cœur qu'il vous faut pour regarder les gens qui viendront vous soumettre leurs problèmes, mais vous allez aussi trouver les mots qu'il faut pour vous adresser à un juge dans un tribunal. » Donc le droit,
Les livres de droit vous enseignent la technique, mais le reste, c'est la littérature qui vous l'enseignera. Est-ce qu'il y a des souvenirs ou anecdotes de votre enfance ou de votre parcours que vous souhaitez partager avec nous? Ah là là. Alors, sur la littérature ou bien sur la Votre vie parcours en tant qu'avocate ou bien les difficultés que vous avez eues ou bien du bonheur à éditer. Oui. Anecdotes ou souvenirs qui vous ont marqué, on va dire, du positif ou du négatif. À vous de choisir. Alors, l'anecdote positive en matière de littérature, ce n'est pas une anecdote, c'est une rencontre. C'est ma rencontre avec Boubacar Boris Diop, qui m'amène aussi au Sénégal aujourd'hui parce que nous rééditons son roman, 2 de ses romans, Les Petits de la Guenon et puis le Cavalier et son ombre. Lorsque je décide de créer le prix littéraire, je me dis il me faut un jury de connaisseurs. Moi, je n'étais pas dans le domaine de la littérature. Hein. Donc, je vais chercher comme ça des noms connus, des écrivains vraiment assis. Et puis, je me dis, je vais écrire à Boubacar Boris Diop pour lui demander s'il veut être membre du jury. Et je me dis, il n'y a pas de chance qu'il accepte. Il ne me connaît pas, je ne suis pas dans son domaine. Comment il va accepter ça? Et, miracle, la première fois que je lui ai écrit, je pense un jour plus tard, il m'avait répondu pour me dire qu'il était d'accord de venir dans le prix littéraire. Donc c'est ma plus belle rencontre de ces dernières années. Wow. Donc vous êtes au Sénégal pour 2 choses, le forum et la réédition du livre de Boubacar Boris Diop. Tout à fait. Très bien. Alors dites-nous déjà vos impressions par rapport à cette rencontre. Oui. Cette réédition, vous venez de dire. Oui. Alors, quand je commence à travailler avec Boubacar dans le cadre du prix littéraire, donc il est membre de notre jury, hein, il est avec d'autres de ceux qui décident quel est le livre qui sera lauréat. Je recommence à m'intéresser en fait à ses livres, hein, parce que j'ai besoin de le connaître aussi, et la seule manière de connaître un écrivain, c'est de lire ses livres. Ils pensent qu'on ne les lit pas à travers leurs livres, mais on les lit. On les lit. Donc, je recommence à le lire et je me dis, tiens, c'est vrai qu'il est très lu au Sénégal, mais dans les autres pays d'Afrique, ce n'est pas le cas. Ce serait bien que des jeunes Africains, d'ailleurs, puissent lire son œuvre, hein, hormis ceux qui sont vraiment des professionnels. Hein. Et je lui propose, en fait, encore une tentative, d'acheter les droits de ses livres auprès des maisons d'édition qui les détiennent. Je me dis, pour lui, c'est un grand risque. Hein. Je ne suis pas vraiment une éditrice professionnel, donc me confier son œuvre, il faut y aller, quoi. Voilà, exactement. Donc, mais oui, il a accepté. Très bien. Donc, ensemble, on a fait le pas, on a fait le travail avec les éditeurs premiers, on a racheté les droits et on est en train de travailler petit à petit. On a déjà réédité Mourambi, on a réédité Kavena, qui est lu d'ailleurs en cycle, je pense, licence à l'université Cheikh Anta Diop. Et aujourd'hui, nous continuons avec la réédition de Le Cavalier et son ombre et Les Petits de la Guenon. D'accord. Et pour le forum, vos impressions? Alors, le forum, c'est une magnifique idée et je pense que la plupart des pays africains feraient mieux de prendre exemple, en fait, hein, sur le Sénégal. Hein, parce que comment dire, la phrase du forum, c'est... Vous allez me le rappeler, c'est sur le livre et sur la lecture. Voilà. Oui. Et ce que ça peut nous apporter en tant que jeune nation pour s'édifier et pour aller de manière éclairée vers notre futur. La liberté plus être éclairée. Voilà. Très bien. Flore, vous citez souvent cette phrase, le plus gros problème que nous avons en Afrique est le déficit de l'imaginaire. Que signifie-t-elle pour vous? Qui m'a valu beaucoup de problèmes aussi. Alors, c'est vrai que je ne suis pas souvent bien comprise quand je dis ça. Je ne dis pas qu'en Afrique, on n'a pas d'imagination. C'est comme ça que les gens comprennent souvent ça, mais ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, ce que j'essaye de dire, c'est qu'on a du mal à construire un imaginaire collectif. Très bien. Voilà. Donc, il nous faut un imaginaire collectif. On doit se projeter ensemble vers les mêmes idéaux pour pouvoir faire foule, pour pouvoir être nombreux et pouvoir pas affronter et pour avoir une voix qui porte dans le monde. Parce que les autres savent faire foule et masse. Et nous, on ne sait pas encore vraiment le faire et c'est ce qui nous rend
fragile. Il nous faut un imaginaire collectif. Très bien. Et enfin, Flore, si vous deviez résumer votre parcours entre les lignes en une phrase, que diriez-vous? Mon parcours en une phrase, c'est que j'essaye deux choses. J'essaye d'être en roseau. Je reçois Plier et des vous ne cours, rompez pas. voilà, on reçoit des cours sur Je plie et je ne romps pas. Je ne romps pas. Quelle belle phrase. Et puis j'essaye aussi d'être une silure. J'essaye de fuir une anguille, Pour échapper. échapper quand c'est trop difficile. Très bien. Flore Agnès Dazowa, la RTS vous remercie. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci pour ce magnifique travail. Merci à toi, merci à toute l'équipe. C'est vraiment magnifique, c'est la Teranga et je suis contente d'être ici. Merci également à vous, Flore. Merci pour votre engagement, votre passion et votre foi dans la puissance des mots africains. Merci à l'équipe technique, à la librairie et 4 vents. Merci également aux téléspectateurs. À très bientôt.